Donc on va commencer, parce qu'il y a pas mal de dossiers à voir. Parler d'atténuation mosaïque et de mosaïque au Maroc, c'est quand même important. C'est un pays où il y a quand même beaucoup de mosaïques. Donc c'est un problème qui est relativement quotidien en imagerie thoracique et pour lequel on va essayer un petit peu de simplifier les choses, si tant est que ce soit simplifiable. Quand on parle d'atténuation mosaïque, le premier truc à savoir, c'est de savoir quelle est la zone pathologique. Est-ce que c'est la zone noire ou est-ce que c'est la zone blanche? Et quand on regarde ces zones pathologiques, à quoi correspondent-elles au plan physiopathologique? On s'aperçoit que dans les zones d'hyperdensité pathologique, le poumon il est à l'état de collapsus, où il y a une infiltration quelle qu'elle soit, où il y a parfois un état d'hyperperfusion, notamment dans les reperfusions, dans le cadre des HTAP post-emboliques. A contrario, dans les hypodensités, ces hypodensités peuvent correspondre à des états d'hyperaération pulmonaire, à des états de destruction du parenchyme ou d'hypoperfusion, à l'opposé de ce qu'on peut voir dans les états d'hyperperfusion. Une fois qu'on a dit ça, après, c'est de savoir, l'intérêt, c'est de savoir qui est pathologique. Et pour savoir qui est pathologique, je vous expliquerai en suivant, on va se baser sur essentiellement 3 éléments. Quand l'hyperdensité est pathologique, on parle de verre dépoli en mosaïque ou de verre dépoli de distribution Bacci. Ici, vous avez l'exemple d'une pneumocystose à prédominance apicale avec du verre dépoli qui, lui, est pathologique. Et dans ces verres dépolis, c'est donc l'hyperdensité qui est pathologique. A contrario, il y a des cas particuliers où c'est l'hypodensité qui est pathologique. Et là, on va parler de perfusion en mosaïque. Et cette perfusion en mosaïque soit peut être liée et ce sont donc les zones noires qui sont pathologiques. On verra ce qui se passe au plan vasculaire dans ces zones noires. Et cette zone d'hypoperfusion peut être liée soit à une bronchoconstriction telle qu'on la voit dans les bronchiolites oblitérantes, c'est-à-dire au sens large, une atteinte des petites voies aériennes, soit à une vasoconstriction, telle qu'on peut la voir dans les embolies pulmonaires, qui se superpose à une bronchoconstriction secondaire. Donc, l'important, ça va être donc à la base de dire est-ce que c'est l'hyper ou l'hypo qui est pathologique. Alors, comment s'en sortir? La première chose à voir, c'est de regarder le calibre des vaisseaux dans les zones hyperdenses ou hypodenses. Ça va être homogène ou ça va être hétérogène. Homogène, c'est-à-dire qu'à la fois dans les zones hyper ou hypodenses, les structures vasculaires vont être de même diamètre. Quand ça va être hétérogène, dans les zones hypodenses, il va y avoir une diminution du calibre vasculaire par rapport aux zones hyperdenses où le calibre est conservé. Le deuxième élément qui va nous servir, c'est la recherche d'un trapage. Et piégeage ou trapage, c'est à l'expiration qu'on en parle. On ne parle pas de piégeage ou de trapage en inspiration. C'est uniquement lors de l'expiration qu'on parle de trapage ou de piégeage. Donc, intérêt de faire une expiration forcée. Je vous parlerai de la technique de l'expiration forcée et des indications d'expiration forcée, ainsi que des résultats normaux, subnormaux et pathologiques. La recherche de signes associés au niveau des petites voies aériennes, est-ce qu'il y a des bronchectasies proximales, des bronchiolectasies distales? Comment sont les artères pulmonaires? Est-ce qu'il y a une dilatation des artères bronchiques? Surtout si on a injecté, si on a eu la chance d'injecter. On n'injecte pas systématiquement toutes les atténuations mosaïques, mais de temps en temps, notamment dans le cadre d'une HTAP post-embolique, bien évidemment on injecte, et on recherche d'autres signes de la lignée infiltrative diffuse. Donc voilà, le calibre des vaisseaux en zone noire et en zone blanche. Quand la distribution est homogène
Donc, c'est-à-dire les vaisseaux sont de même calibre dans les zones blanches et dans les zones noires. On parle de verre dépoli en mosaïque, exemple de la pneumocystose dont je vous ai déjà parlé précédemment. Quand il y a une distribution hétérogène, je vous l'ai dit, c'est-à-dire que dans les zones hypodenses et par rapport aux zones hyperdenses, il y a une diminution dans ces zones hypodenses du calibre vasculaire. Quelles sont les indications de l'expiration forcée? Eh bien, toute dyspnée ou tout trouble ventilatoire obstructif, ou quand il y a les deux non expliqués par l'inspiration, eh bien, il faudra faire une expiration forcée, d'où l'intérêt, je vous en prie, les pneumologues, de nous renseigner, est-ce qu'il y a une dyspnée, est-ce qu'il y a un trouble ventilatoire obstructif, est-ce qu'il y a une exposition particulière? C'est ces trois éléments qui nous intéressent pour pouvoir au mieux faire l'examen tomodensitométrique. L'atténuation, parfois on trouve une atténuation en mosaïque en inspiration ou une forme que l'on ne comprend pas, un petit peu trompeur. Là, parfois l'expiration forcée est intéressante. Bien évidemment, je viens de vous en parler, quand il y a une suspicion de PHS ou d'atteinte des petites voies aériennes, et plus accessoirement, mais on n'en parlera pas aujourd'hui, lors d'une pathologie proximale des voies aériennes, à type de trachéobronchomégalie ou malacie. Comment faire une expiration forcée? Alors, il y a deux écoles. Il y a une école où d'abord, il faut coacher le patient, c'est-à-dire lui expliquer, lui faire faire la technique, que ce soit en expiration forcée bloquée ou en expiration forcée continue au scanner. Nous, que ce soit Mathieu, Marie-Pierre ou moi, on a plutôt tendance à employer l'expiration forcée bloquée parce que ça nous permet de d'avoir une vision homogène du piégeage sur toute la hauteur du poumon. Et quoi qu'il en soit, il faut coacher le patient, c'est-à-dire bien m'expliquer, vous faites une grande inspiration, vous soufflez, 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 et vous ne respirez plus. Alors, ce qui est important, il faut le faire à DLP basse. Moi, avec l'appareil dont je dispose, sur lequel je fais les imageries thoraciques, je peux faire des DLP entre 10 et 15. Alors, bien sûr, ça ne me donne pas une qualité exceptionnelle du parenchyme pulmonaire. Mais ce que je veux savoir, c'est est-ce que c'est noir ou est-ce que c'est blanc? Je peux avoir des micronodules, je peux avoir des kystes, je vois est-ce qu'il y a ou non un piégeage. Donc, on peut faire des DLP très très basses. L'avantage de la DLP basse, si le patient il n'a pas très très bien fait au premier coup, eh bien on peut faire une deuxième ou troisième. On va monter au total à une DLP de 45-50. Honnêtement, c'est pas dramatique. Nous donc, les trois orateurs, on a plutôt tendance à faire de l'expiration forcée. La quantification est possible, mais en pratique on ne la fait pas. Mais par contre, on va parler donc des critères de qualité de l'expiration forcée, et de haut en bas, d'abord, un aspect convexe de la face postérieure de la trachée, de la pars membrana, qui est la seule partie non cartilagineuse de la trachée, donc celle-là, en expiration forcée, elle devient convexe. Un collapsus, un certain degré de collapsus des bronches souches, et bien évidemment, une augmentation globale de la densité pulmonaire, sauf bien évidemment dans les zones piégées. Il ne faut pas surtout faire d'excès diagnostique, ça c'est très très important. C'est pas parce qu'il y a 2-3 lobules, surtout au niveau des lobes inférieurs, on s'aperçoit que assez souvent, quand on fait une expiration forcée, il peut y avoir 2-3 lobules au niveau du lobe inférieur droit et gauche. C'est pas pour autant qu'il faut parler de trapage. Je vous donnerai après le niveau, le seuil de diagnostic d'un trapage expiratoire. Donc ça, c'est très très important. Il faut qu'il y ait un certain nombre de lobules par lobe et par poumon pour pouvoir en parler. Alors que vous mettiez le seuil à 3 lobules par lobe, 4 lobules ou 5 lobules, mais en tout cas en dessous de 3 lobules par lobe, je vous en reparlerai, voilà, c'est quand même important. Sur cette étude qui date de 2019, ils ont fait des analyses donc sur le nombre de lobules piégés par lobe et après par poumon, et on a fait une analyse donc sur la spécificité du trapage. On s'aperçoit que à partir de 3 lobules par lobe, par poumon et de manière bilatérale, la spécificité commence à devenir intéressante. Alors,
Bien évidemment, quand il y en a 5, c'est encore mieux. Mais à partir de 3, ça commence à devenir intéressant. En deçà, c'est difficile de parler de trapage expiratoire significatif. Tout ça en sachant qu'il existe des variations physiologiques. Un trapage expiratoire existe chez 50% des patients asymptomatiques non-fumeurs, et on s'aperçoit que plus on vieillit, plus on a du trapage. Donc il faut faire là aussi, il faut le moduler par rapport à l'âge du patient, et ne pas dire tout de suite c'est du trapage. Alors, le trapage expiratoire chez 50% des patients asymptomatiques, bien évidemment, c'est pas 3 lobules par lobe, par segment, c'est quelques lobules piégés. Mais déjà, ça commence à exister. Et ça commence à exister souvent à partir des lobes inférieurs. Si vous pouvez poser des questions au fur et à mesure, hein, c'est l'intérêt d'un atelier. Alors, si on reprend les étiologies, alors il y a plein d'étiologies. Ouais. Dans ce dernier cas, on a un trapage physiologique. Donc, je pense pas qu'on ne va pas demander un scanner puisqu'il est asymptomatique. Donc, on a un patient qui est asymptomatique. Oui. Je ne vais pas demander de connexion. Alors, de manière globale, il y a certaines pathologies, comme la sarcoïdose, qui peut d'ailleurs exister au trapage de la sarcoïdose par un tête bronzolaire. Mais si je vois vraiment sur le. Ça marche. Si je vois vraiment sur le scan d'inspiration, c'est vraiment une sarcoïdose typique, maintenant, pas une expiration. Il y a certains cas particuliers. Si je vois des micronodules flous centrolobulaires chez quelqu'un qui a des hétérogènes, qui a des oiseaux ou qui a des problèmes ventilateurs, bien évidemment, je vais faire une série d'expériences. Je ne la fais pas systématique pour les pathologies oncologiques, sauf exception, je ne fais pas de travail. Il suffit post-greffe pulmonaire, ça bien évidemment, j'en fais. Il y a certains moments de mes explorations, je ne pense même pas à faire des explorations forcées. Mais dyspnée inexpliquée, trouble ventilatoire obstructif, sujet à risque ou exposition particulière, là quand même, parce que sur l'inspiration, ça m'arrive, je suis désolé, ça m'arrive de rien comprendre, de pas tout y comprendre, là ça m'arrive de faire une inspiration forcée. Est-ce que je réponds à la question? Merci. Donc on continue. Alors, dans l'atténuation mosaïque, il faut retenir, et ça c'est important, on peut voir dans les hypertensions artérielles, dans les CPC post-emboliques, on peut voir des atténuations mosaïques, mais 90% des atténuations mosaïques, c'est-à-dire des zones hypodenses avec des petits vaisseaux dans les zones hypodenses, c'est lié à une atteinte des petites voies aériennes. Donc c'est très important de le retenir. Après le reste, ça peut exister, mais c'est comme ça que ça se passe. Ça, c'est les perfusions mosaïques. Donc, les perfusions mosaïques, c'est le plus souvent une atteinte de petite voie aérienne. Et puis après, on a ce qu'on appelle des PID. Je vous ai parlé de la pneumocystose tout à l'heure. Vous avez des PID sans atteinte bronchiolaire et des PID avec atteinte bronchiolaire, où je vous en parlerai dans très peu de temps. On peut avoir une atteinte, un aspect de 3 densités, le fromage de tête ou le cheese. Et là, le plus souvent, c'est lié à une pneumopathie d'hypersensibilité. Si je résume la situation, vous avez un poumon mosaïque, donc c'est soit un verre d'épaule mosaïque, soit une perfusion mosaïque. Vous regardez en premier lieu la taille des vaisseaux, et puis de manière dichotomique, soit les vaisseaux sont plus petits dans les zones hypodenses, c'est une perfusion mosaïque. Vous faites bien évidemment une expiration forcée. Est-ce qu'il y a un trapage expiratoire? Il n'y en a pas. C'est fort probablement une origine vasculaire, et fort probablement un CPC post-embolique, et fort probablement ce patient, notamment s'il a des antécédents, celui-là, il va falloir l'injecter pour rechercher une maladie thromboembolique chronique, pour rechercher des grosses artères bronchiques, pour rechercher plein d'éléments qui puissent nous faire évoquer une origine vasculaire. Mais je vous l'ai dit, je vous le répète, dans l'immense majorité des cas, cette perfusion en mosaïque avec trapage expiratoire est liée à une atteinte bronchiolaire. Les vaisseaux la distribution vasculaire est homogène, c'est un verre dépoli en mosaïque,
c'est le plus souvent lié à une PID, je vous l'ai montré tout à l'heure, et s'il y a une conjonction des deux, c'est-à-dire une atteinte bronchiolaire et une PID, le plus souvent c'est ce qu'on appelle un fromage de tête, et l'étiologie principale c'est la pneumopathie d'hypersensibilité. Donc le fromage de tête, donc l'aspect en 3 densités, c'est la juxtaposition de lobules de 3 densités différentes, élevées, normales et basses. Et donc ça correspond à une PID avec atteinte bronchiolaire, et le plus souvent, c'est une pneumopathie d'hypersensibilité. On peut le voir dans d'autres pathologies, notamment la sarcoïdose, mais vraiment retenir qu'un fromage de tête, dans 90% des cas, c'est une pneumopathie d'hypersensibilité. Ça c'est le résumé de ce que je viens vous dire, et qui correspond aux articles 27, qui sont déjà très vieux, mais qui étaient déjà très importants, notamment celui d'Eric Stern en 1995. Et là, une dia pour résumer un petit peu la situation. Ça, c'est du verre dépoli avec des vaisseaux qui ont la même taille dans les zones hypo-hyperdenses, donc c'est un verre dépoli en mosaïque. Ce n'est pas une perfusion mosaïque. Là, vous voyez 2 cas différents. Vous voyez que dans les zones hypodenses, vous avez une baisse du calibre vasculaire, donc c'est une perfusion mosaïque. Vous faites une expiration forcée. Là, il y a un trapage. Vous voyez ces lobules qui apparaissent, piégés, qui apparaissent en expiration. Là, il n'y en a pas. Ça, c'était une atteinte des petites voies aériennes. Ça, une atteinte des petites voies vasculaires. Alors, si on veut être très très chic, il peut y avoir, mais surtout, il faut que ça rentre par l'oreille droite et que ça ressorte par l'oreille gauche, parce que sinon on va se paumer complètement. Il faut savoir que de temps en temps, il peut y avoir un trapage dans les atteintes des petits vaisseaux, notamment dans les hypertensions artérielles post-emboliques, parce que de manière concomitante à la vasoconstriction liée au thrombus intra-artériel pulmonaire, il peut y avoir une bronchoconstriction satellite, mais surtout, quand il y a un trapage, c'est, dans l'immense majorité des cas, une atteinte des petites voies aériennes. Je crois qu'il faut s'arrêter. Alors, je passe très rapidement, parce que ça, c'est des dossiers d'Annelore que montrera Marie-Pierre tout à l'heure, et on va voir 3 ou 4 petits cas cliniques. Ensuite, je passerai, voilà, on va y arriver. Ne vous inquiétez pas, ces cas, vous allez les revoir. Hein. Voilà. Alors, quelques cas cliniques. Une dame de 50 ans, diabète sous insuline depuis quelques années, dyspnée rapidement progressive, dyspnée tout, ça c'est quand même la symptomatologie relativement fréquente en pathologie pulmonaire, sensation de fièvre, une saturation à 89%, des squeaks à l'auscultation. Voilà son scanner. Qu'est-ce que vous pensez de ce scanner? Est-ce qu'il est normal? Est-ce que le poumon est homogène? Est-ce qu'il est hétérogène? Il y a une expiration, je pense que alors honnêtement, c'est une inspiration, c'est une acquisition intermédiaire. Alors quand il y a une acquisition intermédiaire, je fais systématiquement une expiration, je ne fais pas refaire pour faire une vraie expiration. Vous savez, de temps en temps, c'est des gens un petit peu âgés. Donc, globalement, si vous faites abstraction que là, c'est peut-être pas une inspiration complète, parce que la pars membrana est un petit peu horizontale. Est-ce que ce poumon vous paraît homogène? Bon. Donc il est hétérogène. Si vous regardez ce lobule-là et ces zones-là, est-ce que le calibre des vaisseaux est identique? Non. Donc ça s'appelle une perfusion en mosaïque. D'accord. Donc, si vous avez une perfusion mosaïque, qu'est-ce que vous allez faire? Une expiration. Alors, en expiration forcée, on retrouve le trapage lobulaire, on retrouve une majoration du gradient de densité entre les zones saines et les zones pathologiques, et en plus, de temps en temps, vous avez même un recrutement de lobules qui étaient initialement normodenses en inspiration. On peut faire des reformatages en coronal. Tout ça pour dire que la reconstruction minique, il faut le faire à partir d'un filtre médiastinal. Si vous le faites à partir d'un filtre parenchymateux, vous allez avoir plein d'artefacts. Ça ne va pas être très 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 joli. Donc on retrouve toutes ces zones
Et le trapage, excusez-moi, le trapage en expiration, il n'y a pas de souci particulier par ailleurs. Donc on lui fait donc un LBA. Bien évidemment, on l'avait interrogé, mais je vais vous dire après. Au LBA, on retrouve une alvéolite lymphocytaire qui, si vous mettez ce mot, est entre 30 et 35%. Son fils venait d'avoir des pigeons depuis quelques mois. Les précipitines sont positives. Donc, vous êtes d'accord avec le diagnostic de PHS? Est-ce que vous êtes d'accord avec le diagnostic de PHS non fibrosant? Est-ce que sur les images précédentes, il y avait des images qui pouvaient faire évoquer de fibrose, c'est-à-dire distension bronchique, réticulation sous-pleurale, rayon de miel, épaississement périvasculaire, tout ça, a priori, il n'y en avait pas. Donc on peut la cataloguer, vous savez, maintenant, il n'y a plus, c'est plus aigu, sous-aigu, chronique, c'est fibrosante ou non fibrosante. Donc c'est une PHS non fibrosante, donc en principe, c'est une corticoïde éviction. Problème réglé. Madame L. Josette, 75 ans, antécédent de pneumopathie infectieuse, bronchite asthmatiforme, tout est dyspné comme la précédente, mais je suis désolé. Bilan biologique, vous voyez, surtout un bilan auto-immun, merci, c'est très gentil, qui est négatif. Vous voyez le bilan OFR avec un transfert du CO qui est quand même un petit peu abaissé. Alors là, de temps en temps, il faut un petit peu se crever les yeux. Et il faut un petit peu se crever les yeux et bien se rapprocher, parce qu'une des particularités de ce type de lésions micronodulaires, de verres dépoli, ce sont des micronodulaires qui sont flous, qui sont centrolobulaires, qui sont parfois à la limite de la visibilité. Quand on voit ça, ça va faire évoquer donc ce type de micronodules flous centrolobulaires, et deux, ça doit faire réaliser, faire une expiration forcée. Donc ça, c'est très très important. Quand on voit ce type de pathologie, hors des pathologies extrêmement rares, ça doit faire évoquer soit une PHS subaiguë, soit une bronchiolite respiratoire tabagique, en sachant que dans la BR du tabagique, la teinte est quand même beaucoup moins diffuse que ça, et plutôt sous-pleurale. Là, c'est vraiment diffus, on en voit partout. Mais je vous dis, de temps en temps, il faut vraiment faire agrandir, parce que c'est vraiment parfois pas facile à voir. Bien évidemment, on fait une expiration forcée, mais déjà, sans expiration forcée, vous voyez qu'on a un aspect de perfusion mosaïque. Donc, qu'est-ce que vous faites? Rien d'autre, une injection, une expiration forcée. Ça vous suffit? Une expiration forcée pour confirmer. Ce n'était pas une expiration forcée, c'était une expiration déjà. Hein. Est-ce que vous faites une expiration forcée? Pour confirmer le. Voilà, donc vous ne faites pas rien d'autre, vous ne l'injectez pas forcément, donc vous faites une expiration forcée. Donc ça c'est le normal, ça c'est la reconstruction MINIP en inspiration, et ça c'est la reconstruction MINIP en expiration forcée. Vous voyez donc qu'il y a une augmentation du gradient de densité entre les zones hypo-hyperdenses, fort probablement qu'il y ait aussi quelques recrutements de lobules qui étaient isodenses sur la séquence en inspiration, ce qui est un argument de plus en faveur d'un trapage expiratoire significatif ou d'un piégeage. Donc vous voyez que ça c'est important de faire ce type de manœuvre. Hein. Donc vous voyez que vraiment le gradient est beaucoup plus net, vous voyez, et vous voyez que l'extension de ces plages hypodenses est plus importante sur les séquences en expiration forcée. Donc c'est des lésions micronodulaires avec une perfusion mosaïque, trapage expiratoire. Il n'y a pas 36 000 pathologies qui puissent nous faire évoquer ce diagnostic. Bien évidemment, l'interrogatoire est fondamental, l'exposition. Elle avait des pigeons, ça c'est dans le sud-ouest où j'habite, il y a beaucoup de gens qui ont des pigeons ou des poules, et surtout des pigeons, avec une sérologie de poumons de fermier et de leveurs d'oiseaux qui était fortement positive. C'est une PHS, là aussi, on est d'accord, qui est non fibrosante, il n'y a aucun argument en faveur d'une évolution fibrosante,
Et dans ma région, dans le sud-ouest, les gens sont très 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 têtus. Et cette dame a refusé la corticothérapie et de s'éloigner de ces pigeons. Pour quelle raison elle refuse la cortico? Hein? Pour quelle raison? Bah, je dis, mais... Son personnel? Hein? Pourquoi elle refuse la cortico? Ah, ouais, Comme son médecin ah non, médecin. mais vous savez, les fermières, les fermières du fin fond de l'Ariège, vous arrivez à les convaincre. Ah, moi j'ai mes poules, mes machins, je veux pas, et puis je suis déjà un petit peu grosse, j'ai pas mis de. Non, mais voilà. Enfin, ils ne veulent pas éviter. Enfin, ils veulent pas éviter les. Voilà, ils veulent pas. Elle, je vous le promets, je l'ai mis parce qu'on a été étonnés. Elle n'a pas voulu. Je ne sais pas ce qu'elle est devenue. C'est dégradé. Hein? C'est dégradé sûrement. Ah, elle a dû sûrement se dégrader, oui. Mais elle n'a pas voulu. Il y a, heureusement, la plupart obéissent quand même dans le sud-ouest. Hein. D'accord. Voilà. Dernier cas, et ensuite je passe la parole à Marie-Pierre. Un monsieur qui est cordonnier, donc l'interrogatoire, la seule chose qu'on a retrouvée, c'est que ce métier cordonnier non tabagique, tout est Disney, biologie notamment sur le versant auto-immune, rien de particulier. Vous voyez ce qu'il y a sur l'exploration fonctionnelle respiratoire. J'aurais pu vous le montrer après le scan, mais déjà la capillaroscopie est normale, les sérologies de poumons de fermiers sont équivoques, il n'y a pas d'exposition professionnelle, comme je vous ai dit, il était cordonnier, il a été exposé à des cols, mais enfin rien de plus que ça. Donc vous voyez un tableau qui est un petit peu différent de ce qu'on a vu sur les deux premiers cas, c'est-à-dire vous voyez qu'il y a un petit peu de verre dépoli, quelques réticulations sous-pleurales, des bronches qui ont l'air un petit peu grosses. Là aussi, vous voyez, c'est quand même un petit peu différent de ce qu'on avait tout à l'heure. Là aussi, probablement des petites bronchectasies dans le ventrobasal gauche. Là, c'était intéressant de faire des reformatages en minip pour voir un petit peu mieux le verre dépoli et surtout les bronchectasies par traction. Vous voyez que là, le tableau est totalement différent. Et surtout, il y a... Pardon? C'est localisé. Oui, c'est localisé, oui, tout à fait. Ça pourrait être un petit peu plus diffus que ça, mais dans ce type de pathologie, parfois, c'est un petit peu localisé comme ça. Et donc là, il y a quand même des signes de réticulation sous-pleurale, des distorsions bronchiques, il n'y a pas de rayon de miel. Ce n'est pas une distribution qui est postéro-basale sous-pleurale, comme on peut le voir dans une UIP, donc c'est vraiment une PID fibrosante de topographie un petit peu particulière. Donc là aussi, ça aussi, il faut se le mettre derrière la tête. Alors qu'est-ce que vous faites? Rien d'autre? APC, une expiration forcée? Ça vous suffit? Vous avez fait le diagnostic? On a un truc de ventilation. Il faut faire une expiration forcée. Voilà, on a fait une expiration forcée, on s'est aperçu qu'en expiration forcée, eh bien, apparaissent des structures lobulaires piégées qui n'existaient pas d'ailleurs en inspiration, ce qui conforte encore plus le diagnostic. Alors là c'est un cas vraiment très particulier. Dans sa présentation, vous voyez que le LBA qui a été fait au niveau de la lingula permet de retrouver que 13% de lymphocytes. Si on regarde la positivité des lymphocytes dans les PHS, quand on est entre 30 et 40%, on est content. Quand on est en dessous de moins de 20%, on l'est quand même beaucoup moins. Sauf que je vous ai dit que quand même c'était plutôt un aspect de PHS fibrosante. On s'est aperçu en travaillant notamment avec Grégoire Prévost que dans ces formes un petit peu chroniques, on n'avait pas toujours des hyperlymphocytoses. C'est pour ça que je vous montre ce dossier. Donc on est très content quand on a 30 à 40% de lymphocytes sur un LBA, ce qui permet d'avoir une spécificité tout à fait intéressante vis-à-vis de la pneumopathie d'hypersensibilité. Mais il faut retenir que ça, c'est très bien les formes non fibrosantes. Et plus on évolue dans ces formes fibrosantes, des fois on n'a pas tout. Alors là, on se base, on vous refait confiance, il faut là aussi aller les réinterroger, aller même parfois aller faire un tour chez eux. Et on est allé faire un tour chez la maison de ce monsieur, à la maison de vacances de ce monsieur. On s'est aperçu que dans sa résidence principale, il y avait de l'Aspergillus niger dans les drogons.
Et dans la résidence secondaire, il y a un éole dans le parquet. Donc là aussi, il y a, ça nous a permis d'évoquer tout à fait le diagnostic. Bon, celui-là, il est aussi du sud-ouest, mais par contre, il a accepté à la fois l'éviction et la corticothérapie. On s'est aperçu que malgré l'éviction et la corticothérapie, l'évolution a été vraiment très modeste et se pose bien évidemment le problème de lui faire un traitement antifibrosant. En résumé de tout ce qu'on peut voir dans les PHS donc non fibrosantes, ces petits micronodules flous centrolobulaires, les perfusions en mosaïque, les trapages expiratoires, tout ce jeu dont je vous ai parlé, les formes fibrosantes, donc avec ces réticulations intralobulaires sous-pleurales, parfois une atteinte beaucoup plus centrale, hein. Voilà, prédominance plutôt moyenne ou supérieure des lésions, avec parfois une prédominance, on en reparlera demain, des pneumopathie d'inhalation, parfois une prédominance centrale des zones de fibrose. Et voilà, et je vais passer la parole. Et je vous remercie. Bravo. Alors, moi, ça va être des cas, hein, je ne vais pas du tout faire de partie théorique. Et donc, vous avez vu la théorie avec Pierre. Et donc, maintenant, vous allez la mettre en application sur des cas pratiques. Alors, première partie sont des cas qui sont présentés normalement par Anne-Laure Brun, mais qui n'a pas pu être avec nous ici. Donc, voilà, ce sont les cas d'Anne-Laure. Que pensez-vous de cette coupe de scanner? Elle n'est pas normale, certes. Comment la décririez-vous? C'est un atelier mosaïque. Est-ce que c'est un aspect en mosaïque? Voilà, on peut dire que c'est un aspect en mosaïque parce que stricto sensu, l'aspect en mosaïque, c'est un patchwork de densités différentes, donc des zones qui sont moins denses et des zones qui sont plus denses, qui sont juxtaposées. Ça, c'est le terme général pour parler d'aspect en mosaïque. Et il y a deux grands mécanismes à cet aspect en mosaïque. Ou bien les zones qui sont moins denses sont malades parce qu'elles sont mal perfusées, ou bien les zones plus denses sont malades parce qu'il y a une infiltration envers des polis dedans. Et donc, comme vous l'a dit Pierre, il faut regarder le calibre des vaisseaux pour être un petit peu plus précis et avancer sur le mécanisme. Alors là, qu'est-ce que vous pensez du calibre des vaisseaux entre les zones plus denses et les zones moins denses? Voilà, donc là c'est caricatural. Les vaisseaux dans les zones plus denses sont très larges, alors qu'ils sont tout petits dans les zones moins denses. Donc, ne serait-ce que sur cette seule coupe qui est faite en inspiration, on peut parler de perfusion en mosaïque. On a identifié le mécanisme de la mosaïque, on parle de perfusion en mosaïque. Maintenant, dans la perfusion en mosaïque, Pierre vous a expliqué qu'il y avait deux grandes étiologies, deux grandes familles d'étiologies. L'étiologie vasculaire première, c'est des vaisseaux qui ont été bouchés et qui ne se sont pas reperméabilisés. L'étiologie bronchiolaire première, avec une vasoconstriction réactionnelle. Donc, ça passe toujours par les vaisseaux, mais les vaisseaux en deuxième ligne, si on peut dire. La cause première étant bronchiolaire. Alors, est-ce que vous avez une idée là? C'est l'hyperperfusion des zones hyperdenses. Alors, en effet, si on veut être formel, on fait une acquisition en expiration. Si ça piège, c'est bronchiolaire, c'est les voies aériennes. Si ça piège pas, c'est une cause vasculaire. Mais là, on peut d'ores et déjà, dans ce cas caricatural, avoir une idée assez juste. Regardez la taille des vaisseaux centraux. Là, ils sont énormes dans les zones hyperdenses, et là, ils sont ridiculement petits. C'est jamais comme ça, des vaisseaux. Quand il y a une vasoconstriction réactionnelle et une atteinte bronchiolaire, on n'a jamais des vaisseaux centraux qui sont comme ça. Donc là, ils sont totalement ridicules. Donc là, ça ne peut être qu'une cause vasculaire. Mais sinon, stricto sensu, en effet, il faudrait des coupes en expiration. Et chez ce patient, en fait, c'était une thromboembolie chronique avec un tronc pulmonaire qui est dilaté, un arbre artériel droit qui est encore perméable. Il doit y avoir des emboles, des zones distales qui ne sont pas reperfusées. Et puis à gauche, vous voyez, c'est complètement bouché. Donc ça, cas caricatural, c'est quand même pas la majorité. Alors ce cas-là est beaucoup plus subtil. Qu'est-ce que vous pensez de la partie droite du poumon droit? Donc poumon droit ici, poumon gauche ici. Est-ce que ça vous paraît normal?
À première vue, si on regarde de loin. C'est pas symétrique. C'est pas symétrique, ouais. Est-ce que c'est un aspect en mosaïque? Pas vraiment. Moi, je trouve pas que ce soit un aspect en mosaïque. La densité globale, elle est la même, hein, ici et ici. Mais il y a quelque chose quand même, comme vous avez dit, c'est pas tout à fait symétrique. Et qu'est-ce qui est pas symétrique? Ben, c'est les vaisseaux, voilà. Il faut regarder en particulier la périphérie. Si vous regardez, si vous vous concentrez sur la périphérie, vous voyez qu'il y a beaucoup plus de petits points ici en rapport avec les vaisseaux qu'il y en a de l'autre côté. Alors, ça n'est pas au stade où il y a un retentissement sur la densité globale du parenchyme, donc on ne peut pas parler vraiment de perfusion mosaïque, mais en tout cas, il y a une asymétrie de calibre. Et la cause, elle était au niveau des voies aériennes, avec cette tumeur endobronchique proximale qui était responsable donc d'une vasoconstriction réactionnelle dans un territoire qui était mal ventilé. Donc là, on sort un peu stricto sensu du cadre mosaïque, mais ça permet de comprendre le mécanisme vasculaire qui fait suite à l'obstruction des voies aériennes. Alors maintenant, une situation extrêmement courante que vous connaissez bien, un patient qui fait une tuberculose bronchogène floride avec plein de micronodules, des zones de condensation. Donc il est traité. Et qu'est-ce qu'on a après traitement? On a ce scanner-là. Est-ce que vous trouvez que alors je ne vais pas parler du lobe inférieur droit, mais dans le reste du parenchyme, est-ce que ça vous paraît normal? Ah oui, mince, j'ai fait ce qu'il fallait pas faire. À première vue, si on regarde de loin, c'est normal, c'est-à-dire qu'on ne voit pas de gros trucs. Mais si on regarde plus finement, ben vous voyez bien que c'est un petit peu plus noir ici que ça l'est de l'autre côté. Et vous voyez que les vaisseaux sont plus petits de ce côté-là qu'ils ne le sont de l'autre côté. Et donc là, on a vraiment une perfusion mosaïque qui est assez discrète, mais qui est indiscutable. Et perfusion mosaïque, cause vasculaire, cause bronchiolaire. Pour ça, pour faire la différence, il faut des coupes en expiration. Et là, qu'est-ce que vous en pensez? Un piégeage monstrueux. Tout ce lobe-là piège, alors que le lobe inférieur se rehausse bien. On a également un piégeage dans le lobe inférieur droit. Et vous voyez, dans le lobe supérieur, là, on a une zone qui piège ici. Et le reste du parenchyme se rehausse, enfin, se augmente normalement de densité. Donc, il y a bien un piégeage multifocal étendu en rapport avec des lésions de bronchiolite constrictive, extrêmement banales dans le cadre d'une tuberculose. On a fréquemment des séquelles bronchiolaires dans les tuberculoses bronchogènes florides comme cela. Alors, autre exemple d'étiologie de bronchiolite post-infectieuse et qui va entraîner, extrêmement courant également, et qui va entraîner une perfusion en mosaïque. Là, je ne vous interroge pas, mais je vous la remonte parce que c'est la même chose. Une zone hypodense ici, quand vous la comparez à la partie postérieure. Les bronches sont dilatées, en plus, c'est un signe en plus. Quand vous avez des bronches dilatées dans les territoires hypodenses, ça renforce l'hypothèse que c'est une cause voie aérienne et que ce n'est pas une cause vasculaire première. Et puis de l'autre côté également, un parenchyme qui globalement est plutôt hypodense comparativement au côté droit. Mais ça peut être relativement subtil, et je ne sais pas d'ailleurs si ça passe, je pense que ça passe un petit peu moins bien sur l'écran ici que sur mon écran, moi, que j'ai devant les yeux, parce que les conditions de visualisation ne sont pas parfaites. Pour des choses un petit peu subtiles, c'est bien d'avoir un bon écran et d'être bien dans une ambiance qui ne soit pas trop lumineuse. Et les kystes, c'est quoi? Ça, c'est des bronchectasies, en fait. Ouais, c'est des bronchectasies. On voit que chaque formation kystique, entre guillemets, est accompagnée de sa petite artère. Donc, c'était, encore une fois, une bronchiolite constrictive qui accompagne des bronchectasies. Je crois que c'était, alors, c'est pas mon dossier, mais que c'était une séquelle post-infectieuse. Dans le même ordre d'idées, qu'est-ce que vous pensez de ce poumon à gauche? Atélectasie? C'est quoi l'atélectasie? C'est ça? Non, il y a un petit poumon gauche, c'est vrai. Il y a un petit poumon gauche et il y a un déplacement du médiastin vers la gauche. Voilà, donc en effet, attraction du poumon vers la gauche, ça pourrait être une atélectasie, mais on ne voit pas réellement d'opacité qui pourrait correspondre à l'atélectasie. Pour avancer, on a quand même besoin du scanner, c'est quand même bien utile. Et voilà le scanner, qu'est-ce que vous en pensez? Faire du volume de poumon gauche avec une hypertrophie compensatrice droite. Voilà, donc on a bien en effet un poumon gauche qui est tout petit, avec une déviation du médiastin, ça correspond à la radio. Et en plus, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le poumon gauche, il est clair par rapport au poumon droit. Donc c'est un petit poumon clair unilatéral.
petit poumon clair unilatéral, MacLeod. Ce qui va bien, c'est qu'il y a des bronchectasies en plus dans les territoires hyperclairs. Et donc, c'était une séquelle de bronchiolite de l'enfance. Autre situation, dans un autre contexte, c'est un patient, je crois, qui était greffé pulmonaire. Donc, c'est un suivi de greffe pulmonaire. Juillet 2019, le parenchyme est un petit peu noir. Il y a une petite dilatation bronchique ici. Si on compare à quelques années auparavant, on voit que le parenchyme est devenu beaucoup plus clair et que si on compare la densité vasculaire non plus d'un côté ou d'une région par rapport à un autre, mais de 2016 à 2019, on voit qu'il y a eu une raréfaction vasculaire. Et donc, il s'est passé quelque chose au niveau des vaisseaux. Dans ce cas-là, il faut faire... Donc, il y a une anomalie perfusionnelle. Dans ce cas-là, on fait des coupes en expiration. Et en expiration, on voit que le parenchyme devient très hétérogène. Et donc, il y a des zones qui augmentent de densité. C'est ce territoire-là, et ça augmente de densité comme ça doit augmenter normalement à l'expiration. Mais il y a d'autres territoires qui n'augmentent pas de densité et donc qui sont le siège d'un piégeage expiratoire. On voit apparaître un gradient, une hétérogénéité de densité qui n'existait à peine en analyse visuelle simple sur l'INSPI. Et donc, ça témoigne d'un piégeage multifocal dans le cadre d'une... alors, c'était pas un greffé pulmonaire, pardon, c'était un patient qui avait une greffe de moelle osseuse. Et en fait, c'était une GVH post-greffe de moelle osseuse. Ce ne sont pas mes dossiers. Alors, en fait, sur l'INSPI, vous ne voyez pas grand-chose. On voit tout sur l'EXPI. Mais quand on n'a que l'INSPI, avant de faire l'EXPI, on peut regarder le mini-MIP parce que ça va sensibiliser des différences de densité très discrètes qui peuvent passer, à côté desquelles on peut passer sur l'INSPI et qu'on va beaucoup plus facilement identifier sur le mini-MIP. Vous voyez que si vous comparez le mini-MIP à l'EXPI, ce sont les mêmes territoires qui sont hypodenses sur le mini-MIP, donc sur l'acquisition en inspiration, et qui piègent sur l'expiration. Donc le mini-MIP, ça ne remplace pas l'expiration, mais ça va vous aider à mieux percevoir les différences d'atténuation, à mieux percevoir la mosaïque. Et ça peut vous inciter donc, sur un scanner qui a priori est normal, à faire des coupes en expiration. Si on revient sur la coupe en inspiration, on serre un peu la fenêtre, vraisemblablement on détectera les hétérogénéités de densité, mais on les voit beaucoup plus facilement et beaucoup plus rapidement quand on fait le mini-MIP. Alors ça, c'est un autre exemple de mosaïque très marquée. Là encore, la même chose, des vaisseaux plus larges dans les zones plus denses, donc mécanisme perfusionnel. Si on veut connaître la cause, est-ce que c'est bronchiolaire ou est-ce que c'est vasculaire, il faut faire de l'EXPI. On peut aussi regarder les vaisseaux centraux. Et là, qu'est-ce que vous pensez des vaisseaux centraux dans les lobes inférieurs? Regardez les vaisseaux centraux ici et regardez-les de l'autre côté. Là encore, ils sont tout petits, ridiculement petits. Donc ça, a priori, dans une cause purement bronchiolaire. Alors c'est parfois quelque chose qu'on observe dans des DDB avec l'aspect de bague en chaton, mais aussi grêle que ça plaide pour une cause vasculaire, des vaisseaux qui sont très grêles, qui n'ont pas été reperfusés après un événement embolique. Et c'était le cas ici avec probablement une récidive embolique du fait de la forme du caillot dans le lobe inférieur droit. Donc voilà, ça c'était les signes de maladie thromboembolique chronique. Je vais passer dessus pour vous montrer quelques autres dossiers. Et puis après, je laisserai la parole à Mathieu, qui vient d'arriver. Je ne sais pas si en attendant, vous avez des questions. Alors, un autre exemple, comme je vous l'ai dit, ce ne sont que des cas où vous devez voir les anomalies. Comment vous interprétez ce scanner? Est-ce que vous jugez qu'il est normal? Est-ce que vous jugez qu'il n'est pas normal? Voilà, là encore, c'est toujours la même chose, ça va être redondant, mais juste pour insister sur le fait que parfois, si vous regardez rapidement le scan, vous passez à côté, c'est-à-dire qu'il faut quand même regarder minutieusement, et
vous pouvez vous aider vraiment du mini-MIP parce que ça va vous permettre de gagner du temps. Quelque chose que vous pourriez voir, bien sûr, sur les coupes natives en inspiration. Si vous passez en mini-MIP, vous allez le voir immédiatement de façon évidente. Mais si on prend le temps de regarder, on voit tout de suite quand même que les vaisseaux sont petits ici, que c'est plus noir que de l'autre côté. Et puis, entre l'homme moyen ici et l'homme inférieur, la même chose. Donc, on a une mosaïque qui est multifocale, en rapport de mécanisme perfusionnel. Et donc, dans ce cas-là, on fait des coupes en expi. Alors là, c'est vraiment de l'expi. Comment on sait que c'est de l'expi? Généralement, on regarde la paroi postérieure de la trachée des bronches centrales, qui est convexe vers l'avant quand c'est de l'expi. On l'a pas à tous les coups. Le plus souvent, c'est le premier signe qu'on regarde. C'est pas parce qu'on n'a pas ce bombement antérieur que ça exclut formellement l'expi. Il faut regarder les autres signes. Et là, en l'occurrence, si vous comparez la forme du thorax sur cette coupe-là à la forme sur l'acquisition en inspi, vous voyez que c'est pas la même forme et donc que c'est de l'expi bien sur les images de droite. Et donc, qu'est-ce que vous concluez lorsque vous comparez l'inspi et l'expi? Il y a un piégeage parce que le gradient se majore. Ici, ce sont les mêmes choses. Hein. Donc, regardez le gradient. C'est ce qu'il y a de plus facile à voir. On peut prendre des mesures de densité, on pourrait, mais en pratique, on ne le fait jamais parce que c'est à l'œil que ça se mesure. Il n'y a pas d'ailleurs de seuil clairement défini pour dire que ça piège. C'est pas formel. On peut retenir une augmentation de densité à l'expi qui est inférieure à 50 unités Hounsfield, mais finalement, c'est pas du tout clairement établi. Il n'y a pas de valeurs quantitatives qui font référence pour dire que ça piège. C'est que ça n'augmente pas ou très peu de densité à l'expi. Alors, vous voyez ici, on peut voir aussi que c'est de l'expi quand vous regardez les calibres des bronches. Hein, vous voyez que les bronches, là, sont bien visibles. Et sur cette coupe-là, elles sont beaucoup plus petites. On a l'impression que la paroi est plus épaisse. Et ça, c'est normal. Hein, à l'expi, les bronches diminuent de calibre. Et donc, la différence de calibre aussi des bronches est un élément qui vous aide à reconnaître que c'est de l'expi. Alors, comme je vous l'ai dit, le mini-MIP, c'est très efficace pour bien voir les hétérogénéités de densité. Si vous regardez les coupes en haut, honnêtement, beaucoup de radiologues diraient que l'aspect est normal. Il faut une lecture vraiment minutieuse pour se rendre compte qu'il y a des petites zones qui sont moins denses que d'autres. Par contre, si on fait le mini-MIP, tout radiologue vous dira que c'est pas normal. Et donc là, on démasque la mosaïque de façon très simple. Il faut juste penser à le faire. Donc c'est le mini-MIP qui correspond à chaque coupe. Voilà, c'est la même chose. Alors, le complément, en fait, quand on a un aspect en mosaïque, c'est surtout quand on a une perfusion en mosaïque, c'est de faire de l'expi. Donc là, vous avez les coupes en expiration. Et si vous comparez inspi et expi, alors les expi sont toujours faites à dose réduite. Donc, c'est des images qui sont très bruitées. Sur certaines machines, ça peut donner un aspect faussement micronodulaire. Donc, attention à ne pas interpréter ça comme une infiltration micronodulaire. Vous voyez que vous aviez une hétérogénéité qui était à la limite de la perception en visualisation standard. Et quand vous faites les expis, le parenchyme devient extrêmement hétérogène. Il y a donc un piégeage multifocal étendu. Et si vous comparez les zones qui piègent en expi aux zones hypodenses sur le mini-MIP de l'inspiration, ce sont les mêmes zones. Alors ça ne veut pas dire que le mini-MIP permet de s'affranchir de l'expi. Ça ne montre pas exactement la même chose. C'est une fenêtre parenchymateuse ou médiastinale? Alors, ça se fait toujours à partir de la série reconstruite en filtre médiastinal, donc en filtre mou. Voilà, on met en mini-MIP, moi je fais généralement du 8 mm, 7-8 mm, et on serre un peu la fenêtre. Et bien sûr, c'est fenêtrage, c'est filtre médiastinal, donc un filtre qui n'est pas dur, fenêtrage pulmonaire un peu serré, et voilà. Alors, chez cette patiente qui avait un piégeage, une mosaïque très marquée quand on l'a regardée en mini-MIP et un piégeage correspondant également très marqué, on avait ça également en faisant du maxi-MIP. Qu'est-ce que vous pensez de ce qu'on voit sur le maxi-MIP? Le maxi-MIP, c'est fait pour voir les nodules. On les distingue beaucoup plus facilement des vaisseaux. Il y a une myriade de micronodules. Il y en a partout.
On les a pas vus du tout hein, sans faire le maximip, mais quand on fait le maximip, on voit plein de micronodules. Et donc, c'est une patiente qui a à la fois une atteinte micronodulaire diffuse et des signes de bronchiolite. Puisqu'on a dit mosaïque, perfusion mosaïque avec piégeage, donc c'est un signe de bronchiolite. Donc, bronchiolite avec micronodules profus. En fait, dans un contexte particulier, c'était une patiente qui était suivie depuis longue date pour un asthme, qui toussait, qui avait autour de la cinquantaine. C'est un contexte qui doit évoquer une étiologie relativement rare, mais finalement probablement moins rare que ce qu'on dit, quoi. Nous, on en voit régulièrement. C'est une dyspnée, c'est une prolifération de cellules neuroendocrines qui peuvent avoir un tropisme bronchiolaire et qui donc sont responsables de lésions de bronchiolite. C'est les cellules neuroendocrines qui sont responsables de lésions de bronchiolite. Et donc, ça, c'est une entité particulière. Voilà, c'est peut-être un peu anecdotique, c'est quand même pas si fréquent que ça. C'est de reconnaissance relativement récente. Hein. On en parle plus qu'avant, mais voilà, en tout cas, ça illustre l'intérêt de tous les outils de post-traitement. Le minimip, c'est indispensable, enfin, c'est vraiment très utile pour tout ce qui est mosaïque. Mais quand vous avez un aspect en mosaïque, pensez aussi à faire le maximip, parce que ça peut voir en plus des choses qui vont vous orienter vers une étiologie spécifique. Et là, c'est une cause particulière de bronchiolite, qui est la dyspnée. Alors, ces deux patients-là, est-ce que c'est le même mécanisme? Non. Oui. À droite, c'est une perfusion mosaïque. Oui. À gauche, c'est surtout un verre dépoli. Voilà, très bien. Donc là, c'est un verre dépoli qui est relativement de faible intensité, mais on ne voit pas de façon franche de différence de calibre vasculaire entre les zones qui sont moins denses et les zones qui sont plus denses. En plus, on pourrait dire, bon, les zones qui sont moins denses, elles sont quand même pas très, elles semblent plutôt de densité normale, et c'est surtout l'absence de différence de calibre vasculaire. Donc, on va rester là sur un aspect en mosaïque et plutôt infiltratif. Il y avait en plus des petites réticulations septales. On peut éventuellement faire des coupes en expi, mais si on faisait des coupes en expi, on ne verrait pas de piégeage expiratoire, alors que là, on a clairement une perfusion mosaïque évidente. Et donc, devant cette perfusion mosaïque, qu'est-ce qu'il faut faire? Expiration, voilà. Expiration qui va montrer là une majoration du gradient, et donc la cause est bronchiolaire. Voilà. Alors là, c'est un petit peu plus compliqué, puisqu'il y a plusieurs niveaux de gris. Alors, on va laisser de côté les réticulations. Il y a aussi des petits signes de distorsion bronchique, en effet. Et moi, je vous parle des zones de densité en plage. Voilà, Où est-ce que vous mettez le parenchyme normal? Moi, j'en vois là, du parenchyme normal. J'en vois là. Ça, est-ce que c'est la même densité? C'est hypo, hein, c'est une taille d'un lobule. C'est plus noir que le parenchyme normal à côté. Et ça, c'est quoi là? C'est du verre dépoli avec un peu de réticulation surajoutée. Donc, on a 3 niveaux de gris dans des distributions un peu lobulaires. Donc, c'est l'aspect 3 densités ou en fromage de tête. Et donc, pneumopathie d'hypersensibilité dans une forme fibreuse, puisqu'il y a des distorsions bronchiques, hein, ici et ici. Est-ce qu'il y a d'autres maladies qui pourraient donner cet aspect? La sarcoïdose, de principe, ça fait partie des maladies infiltratives qui peuvent avoir un tropisme bronchiolaire. La seule chose, c'est que c'est une distribution basale là, qui n'est pas typique. Mais bon, il y a des distributions aussi atypiques dans la sarcoïdose. Et il y a une autre entité qui est peut-être plus fréquemment, qu'on discute plus fréquemment devant ces aspects-là. C'est quand on a un aspect comme ça, très évocateur de PHS, la première chose, comme Pierre vous l'a dit, c'est l'exposition. C'est l'enquête pour savoir si le malade est exposé. S'il n'est pas exposé, voilà, c'est un petit peu plus compliqué pour arriver au diagnostic formel. Et donc, on va dire que ce patient n'est pas exposé. Pas d'exposition identifiée, ce qui n'exclut pas la PHS. Hein, mais en tout cas, à ce stade-là, c'est difficile de l'acheter formellement. Donc, qu'est-ce que vous connaissez comme autre maladie infiltrative? Parce que c'est ça, en fait. Le verre dépoli, ça représente la maladie infiltrative et les lobules clairs qui, si on faisait des coupes en expiration, restent très clairs et donc serait le siège d'un piégeage expiratoire. Ça témoigne d'une atteinte des petites voies aériennes. Donc, qu'est-ce que vous connaissez comme maladie infiltrative à tropisme bronchiolaire? Il y a certaines connectivites qui, par leur atteinte multicompartimentale, vont pouvoir toucher l'interstitium, les voies aériennes, pas tellement la sclérodermie,
Il faut que ce soit quelque chose qui touche volontiers, assez fréquemment, le parenchyme, l'infiltration, donc l'interstitium, et les voies aériennes. La polyarthrite rhumatoïde, en effet, et le syndrome de Couche-Roche-Graine. Alors, on pourrait rajouter, mais c'est pas un aspect habituel, mais si on veut être inclusif dans toutes les maladies infiltratives, atropisme bronchiolaire ou avec atteinte des petites voies aériennes, bah, finalement, les pites du fumeur, ils ont très fréquemment, les fumeurs ont très fréquemment des lésions de bronchiolite, anapathe, et ils peuvent avoir des maladies infiltratives. Mais ça ne donnerait pas cet aspect-là. Par contre, cet aspect, sur cette seule coupe, ça pourrait très bien s'intégrer dans le cadre d'un syndrome de Couche-Roche-Graine. Donc une PID, Comment? une PID, pyopathie interstitielle lymphocytaire. Parce que le Pas- Bougereau, c'est que Le Bougereau, ça donne des pins volontiers, ça peut donner des lipes aussi, mais ça donne volontiers des pins. Hein. Ça peut aussi donner de l'UIP, mais le pattern le plus fréquent, c'est la pins. La lipe, c'est quand même rare, c'est une maladie qui est très rare, la lipe. Elle est surtout visible, surtout retrouvée chez les patients qui ont un Sjögren, mais c'est pas pour autant que c'est la première cause de maladie infiltrative dans le cas du Sjögren. Alors voilà ici, et puis je pense que je vais m'arrêter là pour passer la main à Mathieu. Si vous faites inspi, expi, parce que quand vous avez un aspect 3 densité, normalement vous pouvez vous arrêter là, vous avez la signature de la maladie infiltrative atropisme bronchiolaire, mais voilà. Parfois on fait en plus des expis, et ce que vous mettez en évidence, c'est que les lobules clairs, ils restent clairs à l'expi. Alors c'est pas toujours facile d'apparier exactement inspi-expi, parce que du fait de l'expi, ça change un petit peu de niveau. Donc là c'est peut-être pas très démonstratif, mais en tout cas ce qu'on s'attend à voir, il faut mettre le doigt sur des zones lobulaires qui sont claires en inspi et qui restent claires en expi, ou bien sur l'apparition de nouvelles zones claires en expi, parce qu'elles piègent. Elles n'étaient pas spécialement claires en inspi, mais elles sont quand même le siège d'un piégeage, et vous voyez apparaître ces lobules clairs. C'est peut-être d'ailleurs le cas pour celui-là. Voilà. Donc, pneumopathie d'hypersensibilité. Je vais peut-être laisser la parole à Mathieu. On va conclure rapidement. Ça va être une espèce un peu de redite et de synthèse de ce qu'on a déjà vu, enfin ce que vous avez vu. Là, j'ai repris la définition de la Fleischer Society que vous connaissez peut-être, pardon. Mince. Vous savez, le glossaire de la Fleischer Society, ils décrivent ce qu'ils appellent de l'atténuation en mosaïque. Et en fait, ils décrivent, donc ils disent que c'est des zones patchwork, des zones d'atténuation différentes. Et ils décrivent 3 mécanismes en fait. Ils décrivent un mécanisme purement interstitiel qui correspond en fait à du verre dépoli. Après, ils décrivent un mécanisme d'oblitération des voies aériennes et un mécanisme d'occlusion vasculaire. Et en fait, moi, à titre personnel, je trouve que cette définition est trop large, trop englobante, et il faut certainement la restreindre, parce que finalement, là, quand on parle de mosaïque ici, ce qui est pathologique, c'est le blanc, c'est-à-dire le verre dépoli qui est là, alors que là, c'est le noir. Et moi, j'ai tendance à considérer que la seule vraie mosaïque, pour être clair et parler de mosaïque, il faut parler de ce qu'on appelle de perfusion mosaïque, lorsque le parenchyme pulmonaire est anormalement hypodense, anormalement noir. Après, il y a différents mécanismes, mais là, moi, j'utilise pas tellement le terme mosaïque, parce que même quand le verre dépoli est un peu patchy comme ça peut être un peu confondant si on commence à appeler mosaïque tout. Donc pour moi, ça c'est pas de la vraie mosaïque. Je vous montre quelques exemples. Ça, c'est des exemples de verre dépoli patchy. Il y a plein de maladies. La protéinose, je vous l'ai montré. Un Carrington, une polyangite avec de l'hémorragie alvéolaire, un Covid, pneumocystose, etc., etc. Donc tout ça, selon la Fleischer, c'est des mosaïques, mais moi je pense qu'il faut restreindre le terme mosaïque à ce qu'on appelle la perfusion mosaïque. Et donc, la première question qui se pose, c'est comment on distingue du verre dépoli en mosaïque d'une authentique perfusion mosaïque. Alors dans le verre dépoli, vous avez, je pense que Pierre vous l'a déjà dit, les vaisseaux sont de calibre relativement uniforme, que ce soit dans les zones blanches ou les zones noires. Et à contrario, dans ce qu'on appelle la perfusion mosaïque, là, ce qui est pathologique, c'est le poumon qui est noir. Et dans les zones noires, vous voyez que les vaisseaux sont beaucoup plus petits parce qu'il y a une vasoconstriction. Et c'est cette vasoconstriction qui est responsable de l'hypoperfusion distale, avec une redistribution du flux dans les zones normoperfusées. C'est-à-dire que là, on a une vasodilatation compensatrice et une hyperperfusion de redistribution. Donc ça, c'est la première chose. Alors ça, c'est la théorie. Dans la vraie vie, c'est pas toujours si évident. Et on a parfois du mal à dire est-ce que c'est vraiment du verre dépoli ou de la mosaïque, d'autant plus que des fois, on a certaines maladies comme la PHS,
ou on peut avoir les deux. C'est-à-dire qu'on peut avoir à la fois du verre dépoli et en plus un peu de mosaïque, donc ça complexifie les choses. Mais voilà, pour avoir les idées un peu claires, on peut partir de ça. Voilà, c'est ce que je vous disais, les deux mécanismes peuvent parfois coexister, c'est difficile. Et en plus, si jamais votre scanner n'est pas bien fait en inspiration maximale, ça complique encore les choses, puisque le poumon qui n'est pas suffisamment inspiré va être naturellement dense. Donc il faut bien être rigoureux sur la technique également. Après, une fois qu'on a vraiment considéré que c'était de la perfusion en mosaïque, il faut essayer de trouver le mécanisme. Il y a deux mécanismes, soit une atteinte vasculaire, soit une atteinte bronchiolaire, ça aussi, ça vous a été dit. Et pour faire la distinction, ce qui marche pas mal quand même, c'est de faire une acquisition en expiration. Là, je vous montre un exemple. Vous voyez qu'en inspiration, il n'y a pratiquement rien, on ne voit même pas à peine de mosaïque. Par contre, en expiration, on a très nettement des zones de densité variable qui apparaissent, ou en tout cas qui sont démasquées. Et donc, c'est ce qu'on appelle du piégeage. Donc, sur le plan sémantique, la mosaïque, on va plutôt en parler en inspiration. Et le mot piégeage, c'est un terme qu'on utilise pour l'expiration, c'est la majoration du gradient de densité entre les zones hyper et les zones hypo. Et en général, quand on a du piégeage, c'est en faveur d'une atteinte des petites voies aériennes, alors que dans une atteinte vasculaire, il n'y aura généralement pas d'accentuation de ce gradient de densité. Un mot technique sur justement sur cette expiration, il faut que les radiologues et donc les manip radio qui voient les patients soient très rigoureux dans cette façon. Il faut vraiment bien expliquer au patient, il faut vérifier que le patient comprend ce qu'on lui dit, il faut vérifier que le patient est capable de bien expirer à fond, vider les poumons et bloquer la respiration, c'est très important. Vous voyez qu'on a une différence de calibre de la trachée entre l'inspiration et l'expiration. Il y a un bonbon de la membrane postérieure en expiration. Ça, ce sont des images d'un patient normal, qui n'a pas de piégeage significatif, il n'a pas de maladie. Mais vous voyez que, en particulier dans les bases, regardez, là on est dans les bases, il y a quand même, physiologiquement, une petite hétérogénéité de densité en expiration. Et ça, c'est pas nécessairement pathologique. Là, ce qui est compliqué, c'est de savoir où est-ce qu'on met le curseur exactement, parce qu'il n'y a pas vraiment de règles strictes. On ne peut pas quantifier tout ça, donc c'est un peu à l'œil. Alors, il y a des gens qui ont essayé un petit peu de quantifier et qui ont montré que, en fait, cette mosaïque, ou plutôt cette espèce de discret piégeage en expiration, se voyait chez 20%, et même dans d'autres articles, c'est jusqu'à 50%. Donc, on a, physiologiquement, on peut avoir des lobules un peu hypodenses par rapport à d'autres en expiration. On peut tolérer jusqu'à 3 lobules piégés, voire un segment piégé. Par contre, au-delà d'un segment piégé, ces auteurs considèrent que ça devient pathologique. Voilà. C'est à peu près les seules données qu'on a, mais ce n'est pas super fiable. Ce n'est pas des niveaux de preuve très importants. L'autre message important, c'est que c'est facile de penser à faire une expli quand on a déjà de la mosaïque sur l'inspiration. Ce qui est plus délicat et ce qui est plus compliqué, c'est de penser à faire une expiration lorsque justement il y a très peu de signes, il y a une très très discrète hétérogénéité, voire il n'y a rien du tout. Il faut y penser dans certains contextes, bien sûr, des contextes d'hématologie. Par exemple, si vous avez un patient qui a eu une allogreffe de moelle il y a 3 ans et qui a un sang obstructif, là on pensera à faire l'expli. Et d'une manière générale, devant tout bilan de PID, enfin tout premier bilan de PID doit inclure une expiration. Après, dans le suivi, c'est plus la peine, mais un premier bilan de PID, il faut faire une expiration. Je vous montre quelques exemples maintenant, mais ça va être un petit peu des relites avec ce que vous avez déjà vu. Ça, c'est un cas de mosaïque vasculaire. Vous voyez des larges plages hypodenses, mais surtout sur l'acquisition injectée. Vous voyez qu'ici, vous avez une thrombose complète de cette artère lobaire inférieure gauche. Elle n'existe plus. Elle est complètement thrombosée. Vous avez ici des artères bronchiques qui sont anormalement visibles, anormalement dilatées. Et vous avez une dilatation du tronc de l'artère pulmonaire anormalement large. Regardez ici, il n'y a plus de vaisseau dans la base gauche. Il n'y a plus du tout d'artère. Et puis, quand on descend, bien sûr, on retrouve les signes d'hypertension pulmonaire, c'est-à-dire le ventricule droit qui est non seulement dilaté, mais la dilatation n'est pas un signe d'hypertension, ça se voit dans l'embolie pulmonaire aiguë, mais surtout il est hypertrophié. Ce myocarde ventriculaire droit ici, il est aussi épais que le myocarde ventriculaire gauche. C'est tout à fait pathologique. Ça, c'est un vrai signe d'hypertension pulmonaire. Ça témoigne du fait que les résistances orales sont très augmentées. Et donc là, la mosaïque que vous avez, c'est bien une mosaïque vasculaire. Je ne vous montre pas l'expli, mais si on avait fait une expli, on ne verrait pas de majoration du gradient, donc on ne verrait pas de piégeage proprement dit en expiration. Autre exemple ici, on a toujours ici de la mosaïque, une mosaïque assez large, avec des plages assez étendues, hypodenses, vous voyez. Et puis, regardez ces petits points là qu'on voit là. Ça, ces petits points, c'est quoi? C'est les artères bronchiques qu'on verra mieux tout à l'heure en MIP. Quand on maximise l'épaisseur, vous verrez qu'on les verra beaucoup mieux.
Et c'est pas du tout normal. Déjà, ça c'est un calibre tout à fait pathologique pour des artères bronchiques. Normalement, les artères bronchiques, c'est vraiment très très petit, on les voit à peine, c'est moins d'un millimètre. Quand c'est visible, c'est pathologique. Exactement. On les voit, mais vraiment à peine, c'est moins d'un millimètre. Là, ça fait bien 2-3 millimètres, c'est trop. Ouais. Et puis, on va s'intéresser aux artères pulmonaires. Donc là, ça va à peu près. Ça va à peu près. On continue à descendre. Regardez là, regardez ce qui se passe. Là, c'est pas normal cet aspect. Là, c'est ce qu'on appelle du thrombus marginé ou du thrombus mural dans la paroi de l'artère, intégré à la paroi de l'artère. C'est un site d'embolie chronique. Et puis regardez, rapidement, cette artère, elle disparaît. Elle n'existe plus. Vous voyez, par rapport au côté gauche, qui est encore normalement perfusé, le côté droit n'est plus perfusé. Et puis on retrouve les signes d'hypertrophie pulmonaire, on retrouve ce ventricule droit dilaté et hypertrophié. Et puis, bien sûr, ces larges plages de mosaïque très segmentaires. La sémiologie de l'hypoperfusion dans les causes vasculaires est un peu différente de celle qu'on a dans les causes bronchiolaires, notamment dans les PHS, on va voir. Voilà. Donc ça, c'était 2 exemples de mosaïques vasculaires. Vous regardez, les post-traitements sont très intéressants. Quand on fait du MIP, on maximise l'épaisseur et donc on déroule un petit peu cette artère bronchique tout à fait pathologique. Quand on fait du MINIP, la projection d'intensité minimale, on va sensibiliser la recherche de mosaïque et donc la recherche de densité, d'hétérogénéité de densité dans le parenchyme. On peut se mettre en axial, on peut se mettre aussi en coronal. Vous voyez le déroulé complet de cette artère bronchique qui est tout à fait pathologique et qui vient justement suppléer le fait que l'artère pulmonaire droite, enfin lobaire inférieur droite, vous vous souvenez, était complètement thrombosée. Donc c'est bien du côté droit que l'artère bronchique est la plus dilatée puisqu'elle vient suppléer. Et là on retrouve les plages très segmentaires, vous voyez, ces plages triangulaires à base pleurale, ça fait très vasculaire ça. Alors là, on est dans un cas différent. Regardez, et là c'est aussi intéressant. Je disais tout à l'heure qu'il faut penser à faire l'expi, surtout dans les situations où, comme ça, c'est presque normal. Là, c'est quasi ça. Si on regarde rapidement, ce scanner, il n'est pas très pathologique. Quand même, il y a des petites hétérogénéités de densité. Et puis regardez les bronches, elles sont pathologiques, il faut aussi bien regarder les bronches. Ici, il y a des dilatations bronchiques, des dilatations cylindriques, pas très marquées, relativement discrètes. En fait, ce patient, il est jeune, il a 18 ans, je crois. Il a un syndrome obstructif qui est très sévère. Et ce syndrome obstructif sévère contraste avec un scanner d'inspiration quasi normal. Si on va vite, on dit qu'il est normal. En fait, non, il faut faire une expi. L'expi va vous montrer l'existence d'un piégeage. Et en fait, ce patient était gravissime, il était quasiment sur liste de transplantation. Alors que, vous voyez, ça contraste avec un scanner qui n'est pas si pathologique que ça. Donc c'est aussi la caractéristique de ces bronchiolites oblitérantes. Ça, c'est une bronchiolite oblitérante. C'est le contraste entre des patients très altérés sur le plan fonctionnel et souvent un scanner qui est peu spectaculaire. Ici, je vous ai remis les causes de bronchiolite oblitérante, il faut juste les avoir en tête. Alors, vous êtes en majorité des pneumologues, donc vous les savez mieux que moi. Mais pour les radiologues, c'est important aussi de savoir que les connectivites, notamment la polyarthrite rhumatoïde de Sjögren, donnent des bronchiolites oblitérantes. On peut avoir des bronchiolites oblitérantes un petit peu séquelaires, type MacLeod, dans les gens qui ont eu des bronchiolites infectieuses dans l'enfance. Il y a le syndrome bronchiolite oblitérante, qui est un équivalent de rejet chronique dans les greffes pulmonaires. Les patients qui ont une allogreffe de moelle font des GVH pulmonaires qui peuvent entraîner des bronchiolites oblitérantes. Puis après, il y a des causes plus rares. C'est assez rare en post-radix. Les inhalations toxiques sont assez rares également. Il y a quelques causes médicamenteuses, mais c'est très rare. Et puis dans les Mickey, on peut voir quelques bronchiolites oblitérantes. Je vous montre juste cette image ici. Alors là, c'est différent. Là, le parenchyme pulmonaire est éminemment pathologique. Vous voyez qu'il y a une infiltration micronodulaire centrolobulaire diffuse. C'est un jeune homme qui a 13 ans. Il est dyspnéique. Et puis, à côté de cette infiltration micronodulaire diffuse, on a ce qu'on appelle, alors on est en aspiration, donc on ne peut pas parler de piégeage en inspire, on va plutôt parler de lobule clair. C'est ce qu'on appelle un lobule clair, c'est un lobule qui reste anormalement noir. Il y en a d'autres. Vous voyez. Alors, je ne sais pas si vous avez une idée, il a 13 ans. Ce n'est pas un âge habituel où on fait des maladies ovariennes. Est-ce que vous avez une petite idée? Il y a une infiltration micronodulaire diffuse très marquée. Elle est infantile. En fait, il a une maladie qu'on voit plus fréquemment chez l'adulte et qu'on trouve à l'interrogatoire. Quand on l'interroge, il est exposé à des oiseaux. Ouais. Et c'est vraiment un cas de PHS aigu. À ce stade, c'est non fibrosant, mais par contre très fleuri, très inflammatoire. Et c'est justement ces lobules clairs qui nous donnent l'indice et qui nous font penser, entre autres, à un diagnostic, parce que ça pouvait être autre chose aussi. Ça, c'est pour vous montrer autre chose. C'est quelqu'un qui est plus âgé.
On a bien de la mosaïque, le parenchyme est un peu hétérogène, mais vous voyez que ça ne saute pas aux yeux. Par contre, regardez, il y a en plus une micronodulation, mais une micronodulation qui est très différente de tout à l'heure. C'est une micronodulation qui est plutôt de type périlymphatique. Regardez les scissures. Les scissures sont infiltrées, les scissures sont perlées, ici aussi. Ouais, très bien, exactement. Et alors ça, il faut y penser, on ne pense pas assez, enfin, je ne sais pas vous, mais nous, on a très peu de cas. Ça arrive, c'est même c'est classique, mais rare, on va dire. La sarcoïdose donne des bronchiolites oblitérantes. Là, il peut y avoir une infiltration granulomateuse des bronchioles. Donc ça se voit. Donc il faut... voilà, il y a quelques cas de sarcoïdose avec un aspect de bronchiolite et qui est bien sûr sensibilisé par la reconstruction en projection d'intensité minimale. Encore un autre exemple ici, c'est une femme qui a la soixantaine, qui est asthmatique depuis longtemps. Je crois que ma collègue Marie-Pierre vous a montré un cas. Et puis elle a de la mosaïque. Hein, vous voyez, ce parenchyme, il est hétérogène. Il est franchement hétérogène. Et puis c'est pas tout. Cette patiente, elle a des nodules, vous voyez. Elle a des nodules. Donc elle est asthmatique, un asthme qui n'a jamais tellement été étiqueté. Elle a une soixantaine, très bien. Voilà. Elle a des nodules. Elle a une mosaïque. Si on fait des reconstructions en MIP, on met en évidence les nodules. Si on fait une reconstruction en MINIP, en projection séminale, on sensibilise la recherche de mosaïque. Cette association nodule-mosaïque, chez une femme d'une soixantaine d'années, c'est tout à fait caractéristique, c'est presque pathognomonique de la DIPNEC. Je vous rappelle l'acronyme DIPNEC, c'est diffuse idiopathique pulmonary neuroendocrine cell hyperplasia. Et donc en fait, ces amas de cellules neuroendocrines viennent obstruer les bronchioles et entraîner le piégeage. Et en même temps, elles peuvent parfois donner des vrais amas pseudotumoraux, des tumorlètes, des petits carcinoïdes qui peuvent devenir d'authentiques tumeurs carcinoïdes des fois. Voilà. Ça, c'est ma diapo finale. C'est pour vous rappeler les causes de mosaïque plutôt sur le versant bronchiolaire. Donc la bronchiolite oblitérante, bien sûr, la pneumopathie d'hypersensibilité, ça ne sera pas le même type de piégeage. Hein. Dans la bronchiolite oblitérante, ça va être assez segmentaire ou l'ovaire, ça va se rapprocher un petit peu de ce qu'on peut avoir dans les vasculaires, alors que dans la PHS, ça sera vraiment des zones de piégeage très lobulaires, hein, très patchy, comme ça. On peut le voir dans la sarcoïdose, on peut le voir dans la dyspnée. Après, il y a d'autres causes, hein, mais c'est des maladies où le piégeage n'est pas au premier plan. Et dans des DDB, on peut avoir une part de piégeage. Dans les bronchiolites folliculaires, inflammatoires, granulomateuses, on peut avoir une part de piégeage aussi, etc., etc. Et puis les causes vasculaires, c'est avant tout l'hypertension pulmonaire thromboembolique, l'hypertension de type 4. Hein. Même si on dit que dans toutes les HTAP, on peut trouver un petit peu de mosaïque, en pratique, c'est quand même essentiellement dans la cause thromboembolique. Merci. Bravo.